Mais oui. quand on a connu, ce qui est mon cas, toutes les semaines, Olivier Duhamel venait faire une émission sur LCI à l'époque que je m'en occupais. Tu as raison, Gérard. Il avait une stature intellectuelle. On ne peut pas imaginer. De très haut niveau. Donc tu peux pas. Moi, je suis tombé de ma chaise. Tu ne peux pas imaginer qu'un personnage à ce point cultivé, intelligent, sombre lui aussi dans ce que tu appelles, à juste raison, un des plus vieux tabous de l'humanité. Lui avait les armes intellectuelles, Il y a une forme de les armes culturelles pour s'en protéger. Il y a une forme de mépris de classe dans ce que vous dites. Peut-être. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que les gens intelligents et cultivés... Oui, on peut pas nier qu'il y a quand même des différences entre des gens qui ont des niveaux culturels différents. Le couvre-feu à 18h, il a un intérêt. C'est qu'il permet de s'attaquer à un virus qui est un virus social. Le virus, il se déplace avec nous. Il y a à peu près un tiers des contaminations qui sont dans le cercle amical, dans le cercle familial. L'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est de contrer l'effet apéro. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. On se rend compte que c'était déjà le cas la semaine qui précédait la mise en place du couvre-feu renforcé, c'est-à-dire que les départements qui ont été mis en couvre-feu renforcé le 2 janvier avaient déjà une progression en pourcentage, en proportion, avaient déjà une progression un peu plus faible que les autres départements dans la semaine qui précédait la mise en place du couvre-feu renforcé. Donc aujourd'hui, on n'a encore aucune donnée qui nous prouve que le couvre-feu renforcé a une réelle efficacité sur l'épidémie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace, ça veut juste dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de preuves dans les données, à mon sens. Le couvre-feu ramené à 18h sur tout le territoire, très mauvaise affaire, Guillaume, pour les commerçants qui n'avaient pas besoin de ça. Surtout qu'ils sont restés fermés en moyenne 100 jours en 2020, les commerçants. Donc effectivement, en 2021, ça commence pas très bien. Et oui, effectivement, il y aura un impact. Parce que regardez par exemple le chiffre que nous donne la Fédération des commerçants de France, qui nous dit aujourd'hui, entre 18 et 20 heures, les commerçants, ils font en moyenne 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est du chiffre d'affaires qui va être perdu. Et... Le poids des coûts fixes, des charges fixes, je pense en particulier au loyer, est absolument insupportable dans cette période de fermeture ou de limitation de leur activité. Ça concerne bien entendu des structures importantes, je pense aux chaînes d'hôtels, je pense aux restaurateurs qui ont plusieurs restaurants dans une même ville, je pense aux activités indoor, je pense au bowling, je pense aux salles de sport. Toutes ces activités-là ont besoin que leurs charges fixes soient couvertes. Nous prendrons donc en charge les coûts fixes de toutes les entreprises de ces secteurs, dès lors qu'elles réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois. En Israël, ils décident de confiner complètement. Ils ont aussi, à côté, une stratégie de vaccination maximale pour pouvoir sortir de cette crise le plus rapidement possible. Donc moi, je pense que les Français sont prêts à entendre qu'il y ait un couvre-feu à 18h. Ils sont même prêts à entendre qu'il y ait un confinement. Mais ils veulent aussi, par ailleurs, qu'on leur montre une porte de sortie et qu'il y ait une vraie stratégie volontariste de vaccination pour qu'on en sorte. Parce que là, par exemple, sur les vaccinations, on est très en retard par rapport à d'autres pays. C'est pas un combat politique, c'est le combat de tous les Français. Donc on doit tous aller ensemble. Mais je pense qu'il est urgent que le ministre de la Santé nous explique ce qu'il est en train de se passer avec les vaccins et ce qui va se passer avec Pfizer. C'est inadmissible si Pfizer livre d'autres pays et pas nous. Ça, ce n'est pas compréhensible. Aucun Français ne pourra l'accepter. Donc maintenant, on attend des explications. Et contrairement, je suis pas d'accord avec Guillaume Bigot sur le sujet de l'Europe n'est pas forte, ou on n'a pas d'armée et tout ça. Je vois pas le rapport entre l'armée et aller chercher des vaccins. Mais simplement, il faut maintenant savoir quel est justement le positionnement des pays européens sur ce retard de Pfizer. On va y revenir. Attendez, je vais vous dire. Ils font des travaux dans leurs usines. C'était pas prévu, ça. Ce retard, c'est une information qui a été confirmée cet après-midi par le ministère allemand de la Santé après une première alerte qui avait été lancée par les autorités norvégiennes. Pfizer ne serait pas en mesure de respecter pleinement les quantités de livraison promises pour les 3 à 4 prochaines semaines en raison de rénovation à l'usine de Puurs en Belgique. Qu'on souhaite aller très très vite et monter le plus rapidement possible parce que la vaccination c'est quand même un élément clé pour retrouver une vie un tant soit peu normale. Pour 30 000 personnes à peu près, j'ai 200 doses par jour.
Donc je vous dis, vous refaites le compte. Donc tout ça est aberrant. Et pourquoi c'est aberrant? Je me permets de dire cela parce que tout est centralisé à Paris. Tout est décidé à Paris. Il faut tout décentraliser. Il faut que l'État fasse son boulot. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ait les vaccins. Il y a un troisième vaccin aujourd'hui qui fonctionne, qui est utilisé massivement en Angleterre. Nous ne l'avons pas. Nous sommes perdus dans les procédures de l'Union européenne. Nous pourrions acheter ce vaccin massivement. Nous ne le faisons pas. Tout cela est aberrant. Et je dirais que tout cela finit par être vraiment scandaleux. D'abord, aujourd'hui, l'ARS, qui est celle qui répartit les doses, nous sommes sur 10 000 doses par semaine. En tout cas, c'est ce qu'on nous a indiqué pour les plus de 75 ans. Évidemment, sur Paris, ça ne correspond pas vraiment au volume réel. On a 170 000 Parisiennes et Parisiens de plus de 75 ans. Donc, si on restait sur un rythme de 10 000 doses par semaine, il nous faudrait environ 8 mois pour arriver à vacciner uniquement les plus de 75 ans. Donc... Il y a d'un côté déjà les chanceux, ceux qui vont pouvoir se faire vacciner. Regardez, ils sont dans cette salle. Et pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, ça se passe juste à côté ici. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Il faut appeler entre 20 et 30 fois ici pour pouvoir prendre rendez-vous. On peut aussi prendre rendez-vous physiquement. Donc voilà les deux solutions, mais il y a beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a seulement 120 doses par jour et donc évidemment qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde. Originelle de la pandémie, la Chine est aussi confrontée à une résurgence du virus. Testons massivement sa population à l'aide de bras articulés robotisés. On a du mal à comprendre parce que ça fait 6 mois qu'on sait qu'on va devoir vacciner. Et la campagne de vaccination est évidemment très importante. Quand on voit la réussite de certains pays, comme Israël, qui a déjà réussi à vacciner des millions de personnes, c'est évidemment des millions de vies sauvées, mais c'est aussi économiquement des milliers d'entreprises sauvées et des centaines de milliers d'emplois sauvés. On a un peu à comprendre ce qui se passe. Retard ou pas retard? Comment est-ce que vous interprétez cette réaction de l'exécutif, Pierre Schwab-Tellier? Nous, on le voyait venir depuis quelques temps. Comme on dit, depuis quelques semaines, on a changé, on a adapté les normes, si vous voulez. On a vu que ça sentait la pénurie. On est passé de 5 à 6 doses. On est passé de 21 jours à 6 semaines pour le deuxième rappel. Enfin, on voit bien qu'on est en train de s'adapter, comme on a pu connaître lors de la première vague au niveau des normes sur les masques et les gants. Enfin, je veux dire, on s'adapte à chaque fois sur la pénurie et le manque. Mais je suis un fonctionnaire de la République. Et donc, si la République me demande de mettre quelque chose en place, je le fais, bien entendu, parce que j'obéis à la loi. Et donc, au contraire, nous avons tout de suite été volontaires pour organiser la vaccination dans les HU. On a commencé ce matin à vacciner pour la première partie de la population qui vaccine. Donc, je ne fais pas partie des gens qui sont anti-vaccins. Après, le danger du vaccin, personnellement, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait de danger, parce que l'évaluation à court terme a été faite. Donc, en tout cas, s'il y a des dangers, ce sera des dangers rares, parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été testées et qu'il n'y a pas eu d'inconvénient majeur qui a été trouvé. Donc ça, je ne crois pas qu'il y aura des choses dangereuses. Les effets à long terme, je ne les connais pas, mais personne ne les connaît. Personne ne peut dire qu'un vaccin qui a quelques mois, on en connaît les effets à long terme, s'il y en a. Vous parlez du vaccin. Vous vaccinez, vous, à l'IHU ? Oui, alors, vous savez, l'IHU abrite le service des maladies infectieuses de l'AP-HM, bien entendu, de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'AP-HM a commencé à vacciner la semaine dernière ses personnels, et l'IHU est en charge, avec d'autres sites, de la vaccination des soignants libéraux dans les indications du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites aux gens, là, qui hésitent à se faire vacciner? Vous leur dites, n'y allez pas? Non, je leur dis, écoutez, il va falloir se faire vacciner. Ça, c'est certain. Mais à partir du moment où on vous propose déjà, disons, au moins 3-4 vaccins... On ne pourra pas choisir. Il y a un proverbe yiddish qui dit l'homme prédit et Dieu rit. Ce qui correspond tout à fait à la réalité.